Aujourd'hui, c'est la première vidéo de la 6e année de Briefcase, et tout a commencé le 27 mai 2018, lorsque j'ai lancé une affaire depuis le Brésil, et on m'a alors dit à quel point j'avais mal prononcé le nom de la personne. Parfois on me le disait éloquemment, d'autres fois moins. C'était ma bienvenue dans le monde des créateurs sur YouTube. Je voudrais tous vous remercier de soutenir la chaîne depuis ces 5 années. Je sais que certains sont là depuis le début, mais peu importe quand vous avez découvert la première vidéo de la mallette, merci d'avoir visité la chaîne et pour vos retours et commentaires. Je l'apprécie vraiment. Il y a 2 questions qu'on me pose constamment. Qui était Jack la Ripper et quelles sont mes vidéos préférées? Malheureusement, je ne peux répondre à aucune de ces questions. Mais aujourd'hui, j'ai pensé partager avec vous 3 des vidéos qui, pour une raison ou une autre, restent gravées dans ma mémoire. La première vidéo, publiée en octobre 2019, est l'une de mes préférées, car en enquêtant sur l'affaire, je connaissais toutes les rues citées et j'ai pensé, j'y suis déjà allé. C'est aussi une histoire assez étrange. Henry Wainwright est né dans l'est de Londres le 12 juillet 1838. Son père était un homme entreprenant qui, durant la première moitié du XIXe siècle, a créé une usine de fabrication de brosses prospères. Cela lui a permis d'offrir une vie confortable à sa famille et il s'est assuré que ses fils, Henry et Thomas, reçoivent une bonne éducation. Lorsque Henry a terminé ses études, il a rejoint son père dans l'entreprise et, à la mort de ce dernier, Henry en a hérité. L'usine était située au 215 Whitechapel Road, en plein cœur de l'East End de Londres. C'était un quartier avec de nombreuses usines, mais pour les habitants, c'était une zone pauvre et surpeuplée, où beaucoup vivaient dans des conditions exiguës, sans installation sanitaire ni ventilation adéquate. Whitechapel était rempli de pubs et de maisons de logement qui offraient un abri à plus de 8000 sans-abri et indigents chaque nuit. Henry, cependant, n'avait pas à se soucier des mauvaises conditions sociales autour de son usine, car il vivait avec sa femme et ses 4 enfants dans le quartier huppé de Trafalgar Square. Henry était bien connu dans le quartier et semblait être un membre apprécié de la communauté. La plupart des gens le considéraient comme un homme d'affaires très respectable et travailleur. Il voulait développer son entreprise et poursuivre l'héritage de son père. Alors il se rendait à l'usine tous les jours pour s'assurer que toutes les commandes partaient en temps et que tout fonctionnait bien. L'entreprise a grandi et attiré de nombreux clients prestigieux. L'usine était très proche du théâtre du Pavillon et Henry s'y rendait souvent pour parler aux actrices. Il passait beaucoup de temps à parler aux jeunes femmes, pensant qu'elles seraient impressionnées par le fait qu'il possédait une usine et qu'il était considéré comme un membre riche et respecté de la communauté. En 1871, Henry rencontra une jeune femme nommée Harriet Lane. Jeune femme de 20 ans, elle avait été apprentie modiste. Elle était jeune et pleine de vie, et il était devenu très épris d'elle. La passion continua et Henry voulait que sa jeune maîtresse vive plus près de l'usine. Alors il lui trouva un appartement au 70, rue Saint-Pierre. Harriet commença à se faire appeler Madame Percy King, et elle se promenait dans le quartier, sûre de ne pas avoir besoin de travailler puisque tous ses comptes seraient réglés par Henry, qui payait aussi son loyer et lui donnait une généreuse allocation de 5 livres par semaine. Henry partageait son temps entre l'usine et chez lui. Et l'appartement qu'il louait pour Harriet, durant les 2 années suivantes, elle eut 2 enfants. Maintenant qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille élargie, la double vie d'Henry commençait à devenir quelque peu problématique. Harriet était devenue exigeante et réclamait davantage d'argent à Henry. Elle n'aimait pas être la maîtresse d'un homme d'affaires respecté et le poussait à quitter sa femme pour être avec elle. Il passait tellement de temps à essayer de garder le contrôle de sa situation personnelle compliquée que cela détournait son attention de son usine de brosses. En 1873, il y a eu une crise financière mondiale qui a entraîné une dépression en Europe et en Amérique du Nord. Les nations industrielles comme la Grande-Bretagne ont été durement touchées par la forte récession économique, et Henry avait réagi lentement à la crise.
En 1874, il a déménagé sa famille secrète dans un logement moins cher à Sydney Square, mais cela n'a guère amélioré sa situation. Harriet a commencé à boire et, lorsqu'elle buvait, elle devenait très indiscrète et parlait à quiconque voulait bien l'écouter de sa situation. Henry est devenu très anxieux. Son entreprise était en train de couler, ses dettes s'accumulaient et Harriet devenait de plus en plus exigeante. Il avait besoin d'un plan. Henry a demandé à Thomas s'il voulait l'aider. Son plan restait plutôt étrange. Il a demandé à son frère d'écrire à Harriet en utilisant le pseudonyme Edward Frack. Ces lettres feraient savoir à Harriet que l'imaginaire Edward l'admirait et aimerait beaucoup faire sa connaissance. Thomas a accepté et a écrit à Harriet. Mère célibataire de 2 enfants dans la Grande-Bretagne victorienne, Harriet n'avait pas l'habitude de recevoir du courrier d'hommes éligibles et fut ravie d'apprendre qu'elle avait un admirateur. Rapidement, l'imaginaire Edward et Harriet échangèrent fréquemment des lettres. Finalement, le couple accepta de se rencontrer, alors le vendredi 11 septembre 1874. Harriet mit sa plus belle robe, qui était grise avec des boutons noirs, un bonnet et une cape. Après avoir confié ses enfants à une amie et voisine nommée Madame Wilmore, elle partit rencontrer le mystérieux Edward Frack. Harriet ne revint pas. Plus tard dans la journée, des hommes qui travaillaient devant l'usine d'Henry Wainwright au 215 Whitechapel Road crurent entendre 3 coups de feu. Ils en informèrent à l'agent de police et la zone fut fouillée, mais rien de suspect ne fut trouvé. La zone était très animée et très bruyante, et l'agent de police dit aux hommes que les bruits sont souvent confondus avec des coups de feu. Quelques jours plus tard, Henry alla voir Madame Wilmore car il avait prétendument reçu une lettre de Harriet. Elle disait que Harriet épouserait Monsieur Frake et que Madame Wilmore garderait les enfants. Henry lui assura qu'il la paierait pour s'occuper d'eux. Mais comme les affaires d'Henry continuaient à échouer, les paiements devinrent irréguliers. 1 mois plus tard, Madame Wilmore reçut un télégramme de Monsieur Frake, l'informant qu'il emmenait Harriet en petit voyage à Paris. Madame Wilmore était inquiète de la situation. Son amie n'aurait pas simplement abandonné ses enfants et disparu. Les parents d'Harriet étaient également très inquiets, car il était totalement inhabituel pour leur fille de cesser toute communication avec eux. Les parents d'Harriet ont consulté Henry pour avoir des nouvelles de leur fille. Il leur a dit que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle lui avait demandé de l'argent, qu'il lui avait donné et qu'elle avait dit vouloir passer du temps à Brighton. Au fil des mois, Harriet ne donna plus aucune nouvelle. L'économie était toujours en récession et Henry tenta de sauver son entreprise en difficulté. Madame Wilmore s'occupait des enfants et la vie continuait dans l'East End de Londres. Les difficultés financières d'Henry persistèrent et il fut finalement déclaré en faillite. Cela signifiait qu'il ne lui restait qu'une seule option et c'était de vendre l'usine de Whitechapel. Cependant, l'usine abritait un sombre secret, et c'est un secret auquel Henry devrait faire face avant que toute vente puisse être conclue. Donc, étrangement, le 11 septembre 1875, exactement 1 an après la disparition d'Harriet, Henry est entré dans son usine armé d'une pelle. Il a retiré des planches du sol et a commencé à creuser. Il n'a pas mis longtemps à déterrer un corps. Le corps enveloppé dans un tissu était en décomposition. L'odeur était terrible, mais Henry était déterminé à le déplacer ainsi que toute preuve qu'un crime avait été commis au 215 Whitechapel Road. Le corps était lourd et trop grand pour qu'il puisse le porter tout seul. Il décida que la meilleure façon de le transporter serait dans des sacs et il entreprit la sinistre tâche de démembrer le corps en décomposition. Henry enveloppa alors soigneusement les morceaux et les mit dans 2 sacs, avant de réfléchir à la suite des événements. Il ne pouvait pas transporter les 2 sacs en même temps car ils étaient tout simplement trop lourds, mais il ne voulait pas en prendre un et laisser l'autre, car il y avait une chance qu'il soit découvert, surtout que l'odeur était si forte que quelqu'un finirait par chercher d'où elle venait. Henry demanda à Alfred Stokes, un ancien employé de confiance, de venir l'aider à porter les sacs.
Alfred arriva comme prévu et fit face à une odeur épouvantable. Henry lui demanda de prendre un sac et de le descendre à la route pour héler un taxi. Lorsqu'ils atteignirent le coin des rues, Henry posa son sac et remonta les routes pour aller chercher le taxi. Cependant, le curieux Alfred décida de regarder exactement ce qui l'avait aidé à sortir de l'usine et jeta un coup d'œil dans le sac qu'il portait. Il retira délicatement une partie du tissu et eut du mal à croire sa découverte, car devant lui se trouvaient une tête humaine et une main humaine. Il remit rapidement le paquet en place et referma le sac. Lorsque Henry revint avec le fiacre, il l'aida à charger sa sinistre cargaison et observa le fiacre s'éloigner lentement sur Whitechapel Road. Alfred, ne sachant que faire, décida de suivre le fiacre aussi loin que possible. Heureusement, le fiacre était du type growler, tiré par un seul cheval et avançait lentement d'une rue à l'autre. Alfred arrêta un agent de police et lui raconta ce qu'il avait vu, mais l'agent ne le crut pas et lui dit de circuler. Fait remarquable, Henry demanda au fiacre de s'arrêter pour prendre une passagère, sa dernière petite amie, une jeune et jolie danseuse du Pavilion Théâtre nommée Alice Day. Alors que le corps démembré de son ex-maîtresse était à l'arrière du fiacre, la nouvelle était assise à l'avant près de lui. Alfred poursuivit sa chasse au fiacre, passant par Aldgate et Leadenhall Street jusqu'à la bourse du Houblon. Il aperçut alors 2 autres agents et leur parla du corps dans le sac. Les agents décidèrent cette fois d'agir et de suivre le fiacre. Le fiacre finit par s'arrêter au 56 Borough High Street, un bâtiment loué par le frère cadet d'Henry, Thomas. Les agents s'approchèrent d'Henry et lui demandèrent de montrer le contenu des sacs et la cause de l'odeur nauséabonde. Henry était très réticent à ouvrir les sacs et proposa de soudoyer le policier, mais les agents ne furent pas intéressés et, après avoir ouvert les sacs, ils arrêtèrent Henry et sa petite amie Alice, puis les emmenèrent au poste de police. La police retrouva rapidement son frère Thomas, qui avait loué le bâtiment où Henry avait été arrêté, et interrogea les 2 hommes séparément. Les parties du corps furent transportées à la morgue de Saint-Xavier et examinées par un médecin légiste. Il trouva 3 balles dans le crâne et informa la police que la défunte était une femme âgée de 20 à 25 ans et qui avait des enfants. Il remarqua aussi une cicatrice sous le genou droit. Les cheveux et vêtements ont été gardés comme preuve. La police a aussi fouillé le 215 Whitechapel Road et trouvé la tombe peu profonde sous le plancher. Ils ont trouvé une paire de boucles d'oreilles en métal et 2 bagues en or, ainsi qu'un couteau de poche. Et à l'intérieur de l'usine, ils ont également découvert un petit revolver à 6 coups. Alfred Stokes a informé la police, mais il craignait que le corps ne soit celui de Harriet Lane. La police a enquêté sur sa disparition, ce qui les a menés chez son amie et voisine, Madame Wilmore. Madame Wilmore a donné l'adresse des parents de Harriet, qui sont venus au poste de police où on leur a montré les vêtements retrouvés sur le corps. Madame Wilmore a confirmé qu'ils correspondaient à ceux que portait Harriet lorsqu'elle l'a vue pour la dernière fois le 11 septembre 1874. Les parents de Harriet ont reconnu la cicatrice sur la jambe comme celle de leur fille. Ils ont également confirmé que les bijoux trouvés à l'usine de Henry appartenaient à Harriet. La police a estimé qu'elle avait suffisamment de preuves pour inculper à la fois Henry et son frère Thomas du meurtre de Harriet Lane, mais a décidé qu'elle n'avait aucune preuve suggérant qu'Alice Day était impliquée, alors ils l'ont relâchée. En novembre 1875, le procès de Henry et Thomas Wainwright a commencé. Le premier témoin, Alfred Stokes, expliqua au tribunal comment il avait trouvé le corps dans les sacs et suivi le fiacre. Il a aussi dit que Henry lui avait confié posséder une pelle et un marteau à retirer de l'usine et à vendre discrètement. L'accusation a souligné les problèmes financiers de Henry au tribunal. Ils ont décrit sa double vie et expliqué comment la récession avait fortement affecté sa vie, rendant difficile le maintien d'une seconde famille secrète. Mais la défense a tenté de tourner cela à son avantage en affirmant que l'accusé avait rencontré un homme dans un pub qui lui avait demandé de transporter les sacs au 56 Borough High Street
et comme il se trouvait dans une situation financière très difficile, il a pensé que ce serait un moyen facile de gagner de l'argent. Ils ont ajouté que l'accusé ignorait ce qu'on lui demandait de transporter. La défense a aussi douté de l'identité du corps, s'interrogeant sur son lien avec Harriet Lane. Le mercredi 1er décembre 1875, un procès s'est terminé et le jury a délibéré sur l'affaire avant de retourner au tribunal pour rendre son verdict. Henry Wainwright a été reconnu coupable de meurtre et le juge l'a condamné à mort. Son frère Thomas Wainwright a été reconnu coupable de complicité après les faits et le juge l'a condamné à 7 ans de prison. Le juge a aussi ordonné qu'Alfred Stokes reçoive 30 livres sterling de récompense. Le 21 décembre 1875, par un froid matin d'hiver, Henry Wainwright fut extrait de sa cellule alors qu'une grande foule se rassemblait devant la prison de Newgate, et même si les exécutions publiques avaient cessé 7 ans plus tôt, son crime était si notoire dans l'East End de Londres que les habitants voulaient s'assurer que la sentence soit bien exécutée. La foule acclama vivement lorsque le drapeau noir fut hissé, signe que justice était faite. La deuxième vidéo est sortie en avril 2021 et j'espère que vous noterez une meilleure narration. L'affaire était très demandée et après sa publication, j'ai reçu des courriels de personnes disant être apparentées à l'auteur du crime. C'est aussi une affaire du début des années 1830, et comme vous le savez probablement tous, ce sont les affaires que je préfère. Frances Stewart est née en 1813. Enfant très heureuse, tout le monde l'appelait Frankie. Lorsqu'elle était très jeune, ses parents, Isaïe et Barbara, ont déménagé dans le comté de Burke, en Caroline du Nord. Le comté de Burke a été nommé d'après Thomas Burke, qui à l'époque était délégué au Congrès continental. Plus tard, il a été élu gouverneur de la Caroline du Nord. Cette région couvrait un peu plus de 500 miles carrés, et quand monsieur et madame Stewart s'y installèrent vers le 1820, elle comptait 13 500 habitants. Les Stewart vivaient près du village de Cona, non loin de la famille de Jacob Silver. La femme de Jacob, Elizabeth, est morte en accouchant de leur fils Charlie, né le 3 octobre 1812. Il avait 1 an de plus que Frankie. Depuis, Jacob s'était remarié et, en 1830, sa femme avait donné naissance à 4 autres enfants. Les Silver étaient une famille plus riche de la région. Bien qu'ils ne soient pas riches, ils avaient beaucoup de terres et étaient plus aisés que la plupart. C'était en contraste avec les Stuart, qui étaient une famille de moyens modestes. Charlie était populaire et semblait apprécié de tous dans la communauté locale. Il était grand et fort, et on savait qu'il jouait très bien du fifre. C'était un petit instrument en bois, semblable à un piccolo. Frankie est devenue une belle jeune femme en grandissant. Elle était gentille et serviable, et ce ne fut pas une surprise lorsque l'annonce fut faite que Charlie Silver et Frankie Stewart allaient se marier. Ils ont emménagé dans une cabane près de l'endroit où ils avaient grandi. Ils semblaient former un couple heureux et assorti. Charlie travaillait pour subvenir aux besoins de sa femme, et Frankie s'occupait de leur maison. Le 3 novembre 1830, elle donna naissance à une petite fille qu'ils appelèrent Nancy. Bien que les choses aient pu sembler idylliques de l'extérieur, la relation du couple n'était pas aussi bonne qu'on le pensait. Charlie aimait boire et cela mettait Frankie en colère. La maison était petite et il n'était pas facile de s'occuper d'un jeune bébé. Le couple se disputait souvent, ce qui finissait souvent par Charlie frappant sa femme. Malgré leur maison sur un terrain offert à Charlie par son père, la vie restait difficile. En 1828, de l'or avait été découvert dans le comté de Bourke. De nombreuses personnes sont venues te chercher fortune. 2 ans plus tard, à l'été 1830, le comté subit une grave sécheresse. Charlie pensait que pendant qu'il travaillait, chassait ou buvait, sa femme devait rester à la maison pour s'occuper du foyer et du bébé. Mais en 1830, l'attitude envers les femmes avait commencé à changer. Avec l'industrialisation, davantage de femmes ont travaillé en usine et de nombreuses organisations féminines ont vu le jour. En 1821,
Emma Willard a fondé le séminaire féminin de Troy dans la ville de Troy à New York. C'était le premier établissement américain à offrir aux jeunes femmes une éducation préuniversitaire équivalente à celle des jeunes hommes. Bien que Frankie aurait accepté qu'elle ait des obligations et des devoirs à la maison, elle aurait probablement aussi été consciente des changements qui se produisaient à travers le pays et des femmes courageuses qui défendaient les droits des femmes et la réforme sociale. À Noël 1831, il faisait froid. Le mois de décembre avait été particulièrement froid, avec beaucoup de neige et de glace. Par ce temps-là, Frankie restait surtout à la maison. Noël tombait un dimanche cette année. Tout le monde mettait ses plus beaux vêtements, allait à l'église et profitait des festivités. Frankie attendait ce jour avec impatience. Le 23 décembre, Frankie s'est rendue chez les parents de son mari. Elle était inquiète car Charlie n'était pas rentré à la maison. Elle expliqua qu'il était parti à la chasse avec un voisin, George Young, mais n'était pas encore revenu. Elle se demanda si les parents de Charlie l'avaient vu, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain, le 24 décembre, Charlie n'était toujours pas rentré à la maison. Frankie devenait de plus en plus anxieux. Encore une fois, elle a informé Jacob, le père de Charlie, que son fils n'était pas rentré. À ce moment, Jacob commençait aussi à s'inquiéter. Il faisait froid, et Charlie n'aurait sûrement pas dormi dehors sous une tente. Jacob et Frankie sont allés voir si George Young était revenu. Ils ont frappé à sa porte, pourtant George était chez lui. Il leur a dit qu'il n'était pas allé à la chasse avec Charlie et qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps. Frankie semblait particulièrement agitée. Elle a dit à George qu'elle ne le croyait pas. Son mari avait disparu et elle devait le retrouver. Jacob lui a dit de se calmer. Il a dit au revoir à George Young puis a raccompagné sa belle-fille chez elle. Ce n'était pas très loin. Alors qu'il marchait le long du sentier étroit, Jacob se demanda où pouvait bien être son fils. À leur arrivée, le chien de Charlie les a accueillis. Jacob pense qu'il est sûrement revenu. Il n'aurait certainement pas été à la chasse sans son chien bien-aimé. Cependant, Charlie n'était pas revenu et après un bref coup d'œil autour de lui, Jacob remarqua qu'il n'y avait aucune empreinte menant de la maison à la forêt. Une fine couche de neige couvrait le sol, il aurait donc dû y en avoir. Il continua à chercher, mais il se rendit vite compte que Charlie était introuvable. Noël passa, puis le Nouvel An, et il n'y avait toujours aucune trace de Charlie. Ce qui lui était arrivé restait mystérieux, mais certains habitants de la communauté rurale de Kona devenaient et suspicieux. Ils spéculaient sur ce qui aurait pu lui arriver. On savait que Frankie et Charlie se disputaient souvent, mais ils avaient une fille. Frankie, jeune femme, menue de 18 ans, ne pouvait sûrement pas avoir fait de mal à Charlie, un homme fort d'1,80 m. Un homme pensait que Frankie en savait plus sur la disparition de Charlie qu'elle ne le montrait. C'était Jack Collis, un vieux monsieur sage. Il décida d'aller à la petite maison, où Frankie et Charlie vivaient, afin de voir par lui-même s'il y avait la moindre preuve que quelque chose d'anormal avait pu se produire. Il attendit que Frankie parte au village avant de descendre le sentier et d'entrer dans sa cour. Cependant, quelque chose semblait anormal. Il entra dans la cabane en bois, composée de quelques pièces. Il regarda autour de lui. Il y avait une odeur étrange, et dans la cheminée, il pouvait voir de petits morceaux d'os. Il remarqua aussi que les cendres étaient grasses et qu'il y avait des taches de sang sur les planches du plancher. On aurait dit qu'il s'était passé quelque chose de grave dans la cabane isolée que Frankie et Charlie avaient partagée. Monsieur Collis décida d'informer le shérif. Le shérif arriva rapidement et une fouille complète de la propriété ainsi que des environs eut lieu. Ils fouillèrent les bois et la rivière, mais lorsqu'ils commencèrent à chercher dans la zone plus proche de la maison, ils firent la macabre découverte d'une tête et d'un torse. Le mystère qui obsédait les habitants autour de Kona avait été résolu. Charlie Silver était mort. Le 9 janvier 1832, Frankie Ware, sa mère Barbara et son frère Blackstone furent arrêtés. Ils furent tous emmenés à la prison du comté, dans la ville de Morganton. Isaiah Stewart disait à quiconque voulait l'entendre que sa famille était innocente des accusations, et il réussit à obtenir un bref d'habeas corpus qui déclarait que sa famille était détenue illégalement.
Le 17 janvier, à peine une semaine après leur arrestation, Barbara et Blackstone furent des peu libérés tandis que Frankie restait enfermé. Elle fut interrogée sur ce qui s'était passé, mais elle ne dit rien. Elle a dit au shérif qu'elle était innocente. La nouvelle du meurtre de Charlie Silver et de l'arrestation de sa femme Frankie se répandit bientôt dans tout le comté de Burke, et des rumeurs commencèrent à circuler sur ce qui s'était réellement passé le 22 décembre 1831. Certains pensaient que Frankie l'avait agressée avec une hache en rentrant ivre. D'autres disaient qu'elle l'avait frappé alors qu'il dormait près du feu après de longues heures à couper du bois. Des rumeurs ont également persisté selon lesquelles la famille de Frankie était impliquée, car les Stuart voulaient Samp déménager et avaient essayé de convaincre Charlie de vendre la terre et de partir avec eux, mais Charlie leur avait dit qu'il ne partirait pas. Malgré toutes les spéculations, les charges contre Barbara et Blackstone Stuart furent finalement abandonnées et le 17 mars 1832, Frankie Silver fut accusé de meurtre. Le procès de Frankie Silver commença le jeudi 29 mars 1832 et elle plaida non coupable. Personne ne l'avait vu commettre le crime, donc toute preuve présentée par l'accusation ne pouvait être considérée que comme circonstancielle. L'accusation, cependant, était déterminée à prouver que Charlie Silver avait été assassiné par sa femme et que son corps avait été démembré et brûlé avant d'être enterré dans une tentative de dissimuler les preuves. Frankie n'a pas pu témoigner pour sa défense. C'était donc à son avocat, Thomas Wilson, de plaider pour lui. Lorsque toutes les preuves ont été présentées, le jury s'est retiré pour délibérer sur son verdict. Cependant, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Des rumeurs d'acquittement circulèrent dans la salle, mais le juge a exigé que des témoins soient rappelés pour réentendre les preuves. Étonnamment, ces témoins ont pu discuter de l'affaire et entendre les autres témoignages, ce qui a pu influencer leurs propos lors du second interrogatoire. Lorsque le jury était reparti pour délibérer à nouveau, il n'a pas mis longtemps à revenir avec un verdict unanime. Ils ont déclaré l'accusé Frankie Silver coupable et le juge l'a condamné à mort. La sentence a été portée en appel et l'opinion publique a alors soutenu l'épargne de la vie de la jeune Frankie Silver. Une pétition a été lancée, signée par de nombreux habitants du comté de Burke, y compris des membres du jury qui l'avaient condamné. Avant l'examen de l'appel par le gouverneur, Frank, son père, l'a fait évader de prison. Comment il a agi reste flou, mais grâce à son fort soutien local, un geôlier compatissant l'a peut-être laissé entrer dans la cellule pour la libérer. Elle s'est coupé les cheveux courts et s'est déguisée en garçon. Le shérif a mis plus d'une semaine à l'arrêter de nouveau et l'a retrouvée derrière la charrette de son père, sur la route quittant la Caroline du Nord en direction du Tennessee. L'évasion a fasciné les habitants du comté de Burke et suscité de nouveaux soutiens réclamant l'annulation de sa condamnation par le gouverneur Swain. Même les plus riches dames de Morganton lui ont écrit pour demander la libération de la jeune mère de 18 ans. Le gouverneur Swain a cependant rejeté ces demandes. L'exécution de Frankie Silver eut lieu le vendredi 12 juillet 1833. On ignore pourquoi il a rejeté l'opinion publique favorable à une grâce. Certains disent donc qu'il voulait prouver, après avoir été jugé indulgent à la haute cour, qu'il était un gouverneur capable de prendre de bonnes décisions, même impopulaires. D'autres pensent que sa décision a pu être influencée par la famille Silver, qui possédait beaucoup de terres dans la région. Juste avant son exécution, il est rapporté que Frankie a avoué le meurtre. Elle a dit aussi que Charlie Silver l'a traité très mal et était violent envers elle. Elle a raconté à quel point il était cruel et n'a soutenu ni elle ni leur fille. Elle a affirmé que son mari était en train de charger son arme et l'avait menacé de lui tirer dessus, alors elle a simplement saisi ce qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire une hache, et l'a frappé. Elle a ajouté, mais a aussitôt regretté son geste. Si son avocat avait utilisé cet argument dès le procès, elle aurait sans doute été libérée, ses actes pouvant être vus comme de la légitime défense. Frances Stuart Silver a été pendue à Morganton le 12 juillet 1833. Ce qui s'est passé cette nuit-là dans la cabane demeure un mystère. Beaucoup de gens croient encore qu'elle n'a pas agi seule,
Mais quel l'ait fait ou quelle ait eu l'aide de sa famille, c'est quelque chose que Frankie a emporté dans sa tombe. On dit que juste avant sa pendaison, on lui a demandé si elle voulait dire quelque chose et que son père a crié « Meurs avec ton secret, Frankie ». Bien que la jeune Frankie soit morte le 12 juillet, sa légende perdure. Des livres, des pièces de théâtre et des chansons ont été écrits à son sujet. La fille de Charlie et Frankie, Nancy, n'avait que 2 ans lorsque sa mère a été pendue. Elle a été élevée par ses grands-parents et s'est mariée en janvier 1850, alors qu'elle avait 19 ans. Elle a eu 4 enfants avec son mari David William Parker, décédé en 1865. Elle s'est remariée en 1870 et a eu un autre enfant, mais ce mariage a échoué et elle a repris le nom de famille de son premier mari. Nancy est décédée dans le comté de Macon, en Caroline du Nord, le 20 septembre 1901, à l'âge de 70 ans. Ce troisième cas est celui avec lequel je voulais lancer la chaîne. Malheureusement, je n'avais tout simplement pas assez d'informations à l'époque. J'ai finalement réussi à monter la vidéo en mai 2022. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la France du milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, l'économie française restait largement agricole. Vers 1840, une mauvaise récolte toucha notamment pommes de terre, blé, orge et maïs, faisant doubler le prix du pain. L'industrie était moins développée que dans d'autres pays européens, car les banques et le crédit ne répondaient en pas aux besoins d'une économie en mutation. La plupart préféraient investir dans l'or ou la terre plutôt que de faire confiance aux banques. Alors que le chômage augmentait et que l'économie sombrait dans une dépression, le gouvernement fut accusé de corruption. Il y avait également de la discorde parmi le peuple français. Le matin du 15 avril 1847, dans la belle ville de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, un relieur nommé Bertrand Comte se préparait à apporter 2 paniers de livres qu'il avait réparés pour l'Institut des Frères chrétiens. Depuis des années, il reliait des livres dans son petit atelier et la qualité de son travail était reconnue dans toute la région. L'Institut occupait un très grand bâtiment dans la ville. Il avait une grande cour, un jardin et une chapelle. De l'autre côté de la route, il y avait un dortoir et une école où les nouvelles recrues étudiaient la Bible et apprenaient qu'on leur foi. Cette zone était reliée à l'institut principal par un tunnel. Ce matin-là, il pleuvait. La pluie avait commencé tôt le matin, sans interruption. Il y avait aussi pas mal de vent. Les paniers de livres étaient portés par 2 de ses assistantes. L'une s'appelait Marion Roumanac. Elle travaillait pour M. Comte depuis un certain temps. L'autre, apprentie, entamait sa dernière semaine après un an de service. Elle avait 14 ans et elle s'appelait Cécile Combette. Cécile venait d'une famille pauvre vivant dans un quartier mal famé de la ville. Elle avait reçu peu d'éducation, mais plus jeune, elle faisait souvent des courses pour les religieuses du quartier, qui l'appréciaient et lui avaient appris à lire et écrire. Alors que tous les 3 s'approchaient près de l'institut, le portier ouvrit la porte. Les paniers furent alors posés sur la table et M. Comte ordonna à Mme Marion Ruminac de retourner à l'atelier pour reprendre ses tâches. Il donna son parapluie à Cécile et lui demanda d'attendre son retour. Il accompagna le porteur à la bibliothèque pour livrer les livres. Il visitait souvent les instituts et il se laissait vite distraire. Il commença à parler au directeur, non seulement d'autres livres qui pourraient avoir besoin d'être reliés, mais aussi de la situation et du malaise qui semblait se répandre dans tout le pays. Bien qu'il ait dit à Cécile qu'il ne serait absent que peu de temps, il ne revint en réalité que 45 minutes plus tard, et à ce moment-là, Cécile était introuvable. Le parapluie avait cependant été laissé contre le mur. Il demanda au portier s'il l'avait vue, mais il répondit non. Il avait reçu de nombreux visiteurs et était occupé à ouvrir et fermer la porte, mais il ne l'avait pas vue partir. Donc si elle n'était pas là, elle devait être sortie par l'autre entrée. Monsieur Comte n'était pas inquiet. Sachant que la mère de Cécile n'était pas en forme, il supposa qu'elle était rentrée vérifier si elle avait besoin de quelque chose. Il ne la chercha pas, pressé de se préparer pour son voyage vers Ouch, à près de 80 km, où l'attendait un sentoir des affaires importantes. Il partit plus tard dans l'après-midi. La famille de Cécile s'inquiétait, car personne ne l'avait vue depuis son départ au travail ce matin-là. Ils se sont renseignés à l'atelier, mais on leur a dit qu'elle n'était pas revenue de l'institut.
Le soir venu, il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Ils ont fouillé les rues et ont demandé à tous les passants s'ils l'avaient vue. Mais personne ne se souvenait l'avoir vue ce jour-là. Ils ont demandé aux gens d'aider dans les recherches, mais il semblait que, à part la famille, personne n'était vraiment préoccupé par la disparition de la pauvre mademoiselle Cécile Combé, l'apprentie relieuse de 14 ans. Le lendemain, vendredi 16 avril, le fossoyeur arriva au cimetière de Saint-Aubin. Il était à peine 6 heures du matin et la journée s'annonçait agréable. La pluie et les vents étaient passés et le soleil brillait déjà. En déverrouillant le portail, il remarqua quelque chose d'étrange. Au bout du cimetière, près d'un grand mur, on aurait dit une jeune femme en prière. En s'approchant, il vit qu'elle était en réalité allongée sur le visage et les genoux, soutenue par ses coudes. Il tendit la main et la toucha, mais il n'y eut aucune réaction. Il la retoucha. Elle était froide et raide. Le fossoyeur comprit alors qu'elle était morte. Les autorités furent tentées de contacter et une enquête commença immédiatement, dirigée par le commissaire Lamel, alors que la nouvelle se répandait qu'on avait retrouvé le corps d'une jeune femme dans le cimetière de Saint-Aubin. Les gens se souvenaient en s'abenant que la veille, la famille de Cécile Combé était inquiète, car ils ne l'avaient pas vue depuis le petit matin. Le commissaire ordonna qu'une personne ayant connu Cécile vienne identifier si la défunte était bien elle. Il fut ensuite confirmé que le corps trouvé au cimetière était celui de Cécile Combé, 14 ans. Le commissaire Lamel était perplexe face à la position du corps. Il était allongé dans l'angle de 2 murs du cimetière. Un mur séparait le cimetière de la rue Riquet et l'autre du jardin de l'Institut des Frères Chrétiens. Comment est-il arrivé là et qui l'aurait mis ? Plusieurs théories ont été discutées. Le corps aurait-il pu être amené de nuit et délibérément placé dans la position où la forme a été retrouvée ? Cela aurait été difficile, car le portail du cimetière était toujours fermé la nuit et aucune empreinte n'avait été trouvée près du corps. Il avait beaucoup plu la veille et le sol était encore humide, donc il y aurait eu des empreintes dans la terre molle entre le portail et l'endroit où le corps a été retrouvé. La deuxième théorie discutée par les enquêteurs était que le corps avait peut-être été jeté par-dessus le mur, soit depuis le jardin des frères, soit depuis rue Riquet. Les plantes sur le mur, qui reliassent le cimetière au jardin des frères, semblaient en souche ne pas avoir été dérangées, ce qui laissait seulement la possibilité que quelqu'un ait jeté le corps du côté de rue Riquet, mais rien ne semblait anormal de ce côté non plus. L'autopsie a été réalisée. Le médecin légiste a établi que le défunt avait été agressé puis frappé avec un objet lourd. Il a également déterminé qu'elle était décédée vers 10 heures le matin précédent. Les éléments se trouvaient sur le corps et les vêtements de la victime ont été analysés. Un géranium ornait ses cheveux, fleur abondante dans le jardin de l'Institut des Frères Chrétiens. Il y avait aussi des feuilles de braille de cyprès et des fragments de ce qui semblait être des fibres de corde, une corde qui ressemblait beaucoup à celle que l'on pouvait trouver dans le jardin des frères. Au début, il semblait que le cimetière avait pu être accessible depuis le jardin et que le corps y avait été déposé, mais les cyprès ne poussaient qu'entre le mur du cimetière et le rouric, et le pétale de géranium aurait facilement pu être emporté par le vent. Les enquêteurs ont tout de même réussi à trouver un géranium en pleine floraison avec un pétale manquant dans le jardin des frères, près du mur du cimetière, mais cela ne suffisait pas à prouver que la personne responsable de ce terrible crime était entrée dans le cimetière depuis le jardin. Cependant, il a ensuite été confirmé que, bien que le cimetière soit fermé à clé chaque nuit, il arrivait que le cadenas du portail soit laissé ouvert. Si on l'avait laissé ouvert cette nuit-là, quelqu'un aurait pu entrer et refermer le cadenas en partant. Il a également été souligné que, bien qu'il n'y ait pas eu d'empreinte dans la terre entourant le corps, il n'y avait pas non plus de marque dans l'herbe à l'endroit où les genoux et les coudes du défunt avaient été posés. Le commissaire Lemaire pensait que l'explication la plus crédible était que Cécile avait été déposée là, et que la personne qui avait commis ce terrible crime avait transporté le corps à travers les grilles, mais tout le monde n'était pas d'accord avec cela. Il devait découvrir le vrai responsable. Cécile a été vue pour la dernière fois à l'Institut tenant le parapluie de M. Bertrand Comte. Cela amena le commissaire à penser que le crime avait été commis par quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de l'Institut des Frères Chrétiens le matin du 15 avril. Les funérailles de Cécile Combé eurent lieu 5 jours plus tard, le 20 avril 1847. Elle fut inhumée au cimetière de Tekabad, et ses obsèques sont furement payées grâce à l'argent donné par les habitants de la ville.
Le commissaire se rappela que le relieur, M. Bertrand Comte, avait, quelques années auparavant, fait l'objet de nombreux commérages concernant sa conduite déplacée envers la femme de son frère. M. Comte avait aussi montré peu d'inquiétude quand on découvrit la disparition de Cécile. Le commissaire Lemaire ordonna qu'il soit arrêté. Bien sûr, M. Bertrand Comte nia avoir quoi que ce soit à voir avec les terribles événements du 15 avril. Il a dit au commissaire avoir laissé Cécile avec son parapluie dans le couloir et lui avoir demandé de l'attendre. Il a suggéré que, ayant pris plus de temps que prévu, elle avait probablement quitté l'institut et rencontré le criminel seul dans la rue. Le lendemain, il a demandé à voir les magistrats et leur a dit qu'il se souvenait qu'après avoir laissé Cécile dans le couloir, le frère Jubrienne et le frère Lyotard discutaient. Il a supposé qu'ils étaient là pour s'abriter de la pluie. Le commissaire Lemaire a ordonné une enquête. Les deux ont été interrogés, mais ni l'un ni l'autre ne se souvenaient avoir été dans le couloir ce matin-là, et personne ne les y avait vus. Aucun des autres frères n'a pu corroborer l'histoire de M. Comte. Le portier ne se souvenait pas de les avoir vus. Madame Marion Ruminac non plus. Néanmoins, ils ont été arrêtés et interrogés. Après mûre réflexion, le commissaire Lamel a conclu que le crime avait été commis par le frère Lyotard. Son vrai nom était Louis Bonnefou et il était entré à l'Institut 9 ans plus tôt, en 1838. Il travaillait principalement comme blanchisseur pour l'école, mais remplissait aussi d'autres missions de boursier. On croyait qu'il était resté dans le couloir avant d'attirer Cécile, disant qu'il allait nourrir les lapins et pigeons dans la grange. Il l'a agressée, tuée, caché son corps, puis, la nuit, a utilisé une échelle pour jeter le corps par-dessus le mur. Frère Lyotard, ou Louis Bonnefou, a été mis en prison en attendant son procès, pendant lequel il a été battu à de nombreuses reprises, pendant que l'accusation préparait son dossier contre lui. Les témoins de la défense ont été arrêtés et placés en cellule pour au moins une nuit. M. Bertrand Comte, dont les accusations avaient conduit à la situation du frère Lyotard, a aussi été placé en cellule pendant 4 mois, comme le frère Jubilien. Tous deux ont ensuite été libérés. Le procès du frère Lyotard n'a commencé qu'en février 1848, et depuis son arrestation, il avait été gardé dans une cellule sombre de la prison de Toulouse. L'accusation a présenté un dossier faible contre lui. Seul M. Comte pouvait placer l'accusé dans le couloir en vue de la jeune Cécile Combet. Pendant le procès, la Révolution française de 1848 a éclaté, mettant fin à la monarchie et instaurant la Deuxième République, dirigée par Napoléon Bonaparte. Le procès a été ajourné, puis un second a débuté quelques semaines plus tard. L'accusation a déclaré aux tribunaux que les éléments retrouvés sur le corps indiquaient que le défunt avait été assassiné dans l'enceinte des instituts. Aucune empreinte n'a été trouvée près du corps, mais certaines l'étaient près des massifs de fleurs, et un pétale de géranium a été retrouvé dans les cheveux de Cécile. Il y avait aussi de la paille et une plume de pigeon venant sûrement de la grange. Il pensait donc qu'après l'avoir tué, le frère Lyotard était revenu à la grange, avait posé une échelle contre le mur et jeté le corps dans le cimetière. La défense a contesté cela et même si l'accusation n'a pu présenter aucun témoin capable de donner une quelconque crédibilité à cette hypothèse, la défense n'a pas pu non plus présenter de témoins capables de la réfuter. Étrangement, le frère Lyotard avait changé de chambre pour dormir. 2 nuits après le meurtre, l'accusation a soutenu que le directeur de l'Institut avait arrangé pour que la nouvelle chambre n'ait aucun accès au jardin ou à la grange, afin qu'il paraisse impossible qu'il ait commis le crime. Il a été décidé que le tribunal se rendrait à l'Institut pour voir exactement comment ces événements auraient pu se dérouler. Lors de la visite, les frères chrétiens ont eu un comportement un peu maladroit. Ils ont tenté d'ignorer les visites du tribunal et, lorsqu'ils ont été interrogés, ont donné des réponses incorrectes et trompeuses. Le directeur des frères a déclaré qu'il était impossible que le crime ait eu lieu dans l'enceinte de l'Institut. Il a été soutenu par l'archevêque de Toulouse et l'évêque de Mont-de-Marsan. La France connaissait alors de forts sentiments anti-religieux et les frères de l'Institut avaient peu coopéré avec les autorités durant l'enquête. Cela a facilité la tâche de l'accusation pour convaincre journaux et publics de la culpabilité du frère Lyotard. Lorsque le procès s'est finalement terminé, les preuves ont été délibérées pendant
pendant un certain temps avant que le verdict de culpabilité ne soit prononcé, mais coupable avec circonstances atténuantes. Le frère Lyotard, ou Louis Bonifaut, le nom sous lequel il a été jugé, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il avait maintenu son innocence tout au long du procès, et cela a continué alors qu'il était dans sa cellule à la prison de Matalou. Les conditions étaient vraiment très mauvaises, et 2 ans après, il est tombé gravement malade. Il a fait venir l'aumônier et le directeur de la prison. Il semblait que Louis était conscient qu'il était en train de mourir. Il leur a dit qu'il ne savait même pas qui était la jeune fille retrouvée dans le cimetière, jusqu'à ce qu'il soit arrêté pour son meurtre, un meurtre qu'il n'avait pas commis, et qu'il était innocent de toutes les accusations pour lesquelles il avait été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Il a confié à l'aumônier qu'il verrait Dieu l'esprit en paix. Le lendemain, Louis Bonnefou est mort. Les habitants de Toulouse parlaient souvent de l'affaire. Certains doutaient qu'un homme innocent ait été condamné. Le 10 janvier 1866, le corps décapité d'une femme, enveloppée dans son jupon, fut retrouvé près d'une écluse, près du pont de Ménin. Elle a été identifiée comme Marie Guillaume, déjà connue de la police pour ses mœurs légères. Elle vivait avec un homme nommé Jean-Joseph Aspect, qui était aubergiste. Connu pour son agressivité, il s'était souvent disputé avec Marie, ce que des témoins avaient une fois remarqué lors du début de l'enquête policière. Des témoins l'ont vu tirer une lourde malle. Les enquêteurs sont allés à son auberge, où ils ont trouvé des preuves de crime, des taches de sang au sol dans sa chambre et les affaires de Marie. Il a été arrêté et accusé de son meurtre. Avant de devenir aubergiste, Jean-Joseph Aspect avait été cuisinier à l'Institut des Frères chrétiens et en attendant son procès, il aurait avoué à l'évêque de Miglot le meurtre 19 ans plus tôt de Cécile Combette. Il aurait déclaré avoir attiré la jeune fille dans la cuisine, puis l'avoir tuée et caché son corps sous le four. Il serait revenu cette nuit-là, transporter le corps par le tunnel jusqu'au jardin, monter sur une échelle et jeter le corps dans le cimetière. Cependant, Jean-Joseph Aspect a refusé de reparler de l'affaire. Il a été jugé à la place pour le meurtre de Marie Guillaumont, reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité au bagne de Cayenne. Il n'a jamais publiquement reconnu son implication dans le crime commis le 15 avril 1847. À ce jour, frère Lyotard, où Jean-Louis Bonnefou est la personne qui est officiellement reconnue comme responsable du meurtre de Cécile Combet. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Laissez vos commentaires ou suggestions. Et Briefcase reviendra la semaine prochaine avec une affaire d'un pays encore inédit sur la chaîne.